Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez bien vu, il faut vérifier ses cheveux, il ne faut pas oublier de sourire. Bienvenue à ces rencontres recherche et innovation dans les travaux publics. Cette rencontre qu'on va avoir cet après-midi s'inscrit dans les rencontres régionales de la recherche et l'innovation. Il y a eu plusieurs projets qui ont été présentés. 15 projets ont été retenus, dont celui d'innovation et travaux publics, et c'est tout à fait normal parce que le secteur des travaux publics est un secteur d'innovation et c'est intéressant de montrer en quoi cela est et donner des exemples de recherche et aussi donner des exemples de vécu et de concret sur cette dynamique de l'innovation au service des travaux publics. L'année dernière, pour rappel, nous étions au lycée des travaux publics, c'était à une époque où on ne parlait pas devant les caméras ou devant les écrans, mais on était en présentiel. Il y a un mélange aujourd'hui, là cette année on est plutôt en visio, et c'est aussi ça les nouvelles technologies, mais on se promet aussi de se retrouver dans un mélange nouvelles technologies et présentiel, parce que ça aussi c'est son charme. Techniquement, on va avoir des échanges avec des présentations sur la recherche, du vécu aussi par rapport à tout cela. Vous avez en haut de votre écran la possibilité de poser des questions. Donc, tout au long des interventions, il y a aussi un chat. Alors, le chat, généralement, c'est plutôt pour des questions techniques, pratiques. Et si à un moment, il n'y a plus d'image, plus de son, il y aura toujours de l'image et du son. Et sinon, les questions, c'est les questions concernant les intervenants. Donc, ça, c'est donc pour la présentation technique. Maintenant, en fait, on connaît tous ces choses-là. Vous pouvez aussi laisser vos caméras, il n'y a pas de problème, bien évidemment. Logiquement, on devait se retrouver à la fabrique à Béthune et M. Olivier Gacquer, qui est maire de Béthune et président de la communauté d'agglomération Béthune-Bruyères-Toilly-Romanne, avait prévu de nous accueillir. Alors, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il ne pourra pas être avec nous aujourd'hui, il s'en excuse parce que c'est un sujet qui l'intéresse fortement. Et bien donc, on va tout de suite laisser la parole à Bernard Duhamel, qui est président de la Fédération régionale des travaux publics en Hauts-de-France, pour présenter cet après-midi consacré à l'innovation dans les travaux publics. Bonjour à tous. Nicolas, fais-moi un petit signe si vous m'entendez bien. Bon. Je suis ravi effectivement de faire l'introduction de cet après-midi. Je ne peux pas remplacer le président Gacquer, effectivement, mais je vais faire de mon mieux. Je tiens à remercier la région pour l'organisation de ces rencontres. Comme tu l'as dit, Nicolas, on les a déjà faites l'année dernière en présentiel. C'était forcément un petit peu plus agréable, mais on voit qu'il y a un gros succès, en tout cas une grosse demande des entreprises de travaux publics et du domaine en général des travaux publics sur ces réunions, parce que je crois qu'on avait plus de 100 inscrits aujourd'hui. Donc, si on n'a pas trop de pertes en ligne, j'espère que le réseau tiendra. Vous excuserez bien sûr tout ce qui pourra causer des problèmes. L'innovation, la recherche et les travaux publics. Alors, quand on pense travaux publics, on a souvent en tête un métier un petit peu traditionnaliste. Une route, c'est une route, un tuyau, c'est un tuyau. Est-ce que ça évolue beaucoup? La question peut se poser. Pourtant, moi, je suis persuadé que les travaux publics sont très friands d'innovation. J'aime bien regarder d'où on vient. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai commencé dans le métier, début des années 2000, j'ai fait le départ en retraite d'un conducteur de travaux qui avait commencé comme ouvrier. Une bonne quarantaine d'années auparavant, puisqu'il y a eu une époque où on commençait très tôt dans nos métiers. Et on a parlé un petit peu d'innovation. Et il m'a dit, mais Bernard, tu ne te rends pas compte, mon travail, il a été complètement changé par les innovations. Il m'a donné une image que j'ai gardée en moi. Il m'a dit, quand j'ai commencé, on partait sur chantier avec des charrettes à bras. Alors peut-être qu'on n'associe pas toujours travaux publics et innovation, mais parce que nos chantiers sont tous des tests, sont tous différents les uns des autres, on a une véritable capacité à absorber les innovations qu'on nous présente et qui viennent améliorer nos travaux, notre façon de faire. Alors tout change et l'innovation elle-même, elle change. Là où à une époque l'innovation s'était réfléchie de façon très globale,
et on se posait la question sur comment je vais construire mon usine, comment elle va être au top du high-tech. Maintenant, ça a beaucoup changé. On voit que l'innovation, c'est de la start-up et l'innovation, c'est de la brique. Énormément de propositions, beaucoup de choses à prendre et on peut être très sélectif sur ce qu'on prend. On peut choisir ce qui nous convient. Et ça, c'est quelque chose qui marche très, très bien dans les travaux publics. Je vous l'ai dit, les chantiers sont tous différents. Chaque entreprise est différente dans nos métiers. Mais le fait de pouvoir aller chercher quelque chose qu'on nous propose et de l'intégrer dans ce qui est notre contexte d'innovation, c'est quelque chose qui marche très bien dans les travaux publics. Simplement, tout va très vite et il va falloir réfléchir à ces briques qu'on veut mettre dans nos systèmes d'entreprise, mais il va aussi falloir réfléchir à quelle vitesse je suis capable de le faire, avec des enjeux qui sont sélectionnés et intégrés dans nos systèmes. Alors, je vois 3 champs d'innovation principales, ça tombe bien, ils vont être représentés ici. Le premier, c'est l'homme, c'est l'outil, c'est tout ce qui va faciliter le travail de l'homme, qu'il soit cadre, qu'il soit ouvrier, qu'il soit technicien, ou qui va le rendre plus, lui permettre de travailler plus en sécurité, évidemment. Le deuxième champ, c'est l'environnement. On sait qu'il y a des forts enjeux. On sait qu'il y a une politique volontariste française sur le bas carbone. Alors, les travaux publics, c'est 3% des émissions de carbone, c'est pas beaucoup. En revanche, les infrastructures qu'on construit sont liées à 47% des émissions. Donc, on a de véritables enjeux. Il faut qu'on soit force de proposition et l'innovation est un moyen pour ça. Et le dernier, c'est bien sûr tout ce qui est technique et tout ce qui est amélioration de l'infrastructure. Alors, on va en parler notamment sur 2 grands projets aujourd'hui. Donc, comment l'innovation va venir améliorer la construction, améliorer l'infrastructure. C'est quelque chose qui existe sur tous les domaines qui sont les nôtres. Et je pense qu'il va y avoir une vraie évolution dans les années qui viennent, notamment en lien avec les objets connectés, une route, une canalisation, une écluse. Ça va être des objets communicants demain. Ça va être des objets liés au BIM, ça va être des objets qu'on pourra beaucoup plus facilement modéliser, sur lesquels il y aura des schémas d'entretien forts. Voilà, c'est tout ça qu'il va falloir intégrer dans le métier. Donc voilà les 3 champs principaux. Ils sont représentés aujourd'hui, donc ça tombe bien. Je vous invite, comme l'a dit Nicolas, à être attentif d'une part et à poser vos questions. Alors, c'est pas toujours facile via un outil en visio. Néanmoins, si vous regardez sur la droite de votre écran, vous devez avoir une petite colonne questions. N'hésitez pas à cliquer dessus, à taper vos questions. Le travail de Nicolas, ça sera de savoir être un petit peu sélectif, de récupérer les questions qui font l'unanimité ou sur lesquelles plusieurs personnes s'interrogent et à les poser aux participants. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue et je pense que je passe la parole à Olivier, si je ne me trompe pas. Parfaitement. Donc, Olivier Thirier, qui est à la fois proviseur du lycée des travaux publics Jean Bertin, qui est le seul et unique lycée de travaux publics, lycée public de travaux publics en France. Il y a un autre lycée de travaux publics à Égletons, donc plus dans le sud. Donc, proviseur de ce grand lycée, c'est une grande charge. Et en plus, Olivier Thirier est aussi, il préside le campus des métiers des travaux publics. Le campus des métiers et des qualifications de travaux publics est un campus d'excellence dont toute la région est excessivement fière. Olivier Thirier, qui nous avait accueillis la dernière dans ses locaux, nous accueille encore une fois, cette fois-ci encore. Et l'année prochaine, je pense qu'on reviendra au lycée. Je n'oublie pas de brancher mon micro. J'espère que vous m'entendez tous, c'est bon ? Très bien. Bon, quelle introduction, merci Nicolas. C'est très agréable d'entendre ces paroles. Je salue aussi Bernard Duhamel, avec lequel nous entretenons d'excellentes relations, et plus généralement avec la FRTP. J'entendais justement Bernard dire les travaux publics, secteur d'innovation. C'est là-dessus que je voudrais rebondir et dans un premier temps, remercier le Conseil régional de nous permettre d'être partie prenante dans ces rencontres régionales sur la recherche et l'innovation, justement, et me poser simplement un certain nombre de questions en introduction de ce webinaire. En ce qui nous concerne, nous, lycée des métiers des travaux publics et au-delà, campus
d'excellence. Je redirai après ce qu'est un campus d'excellence, le campus d'excellence des métiers et des qualifications des travaux publics. Les questions sont simples. En fait, comment répondre aux besoins des entreprises? Comment participer à la recherche dans les travaux publics? Comment contribuer à l'innovation? Et finalement, au-delà de ces interrogations, quelle est la place de la formation face à ces enjeux? La réponse en ce qui nous concerne, c'est le campus des travaux publics, dont le lycée Bertin est en fait l'établissement support. Et donc, à ce titre, moi qui suis son proviseur, à ce titre, participer à des événements comme cela et contribuer au développement de cette recherche. Et je crois aussi de l'innovation. Ce qui va se dire cet après-midi sont des exemples véritablement intéressants, constructifs, de ce qui est fait aujourd'hui dans les TP, puisque les TP, disons-le, sont un secteur actif sur ces plans-là, sur ces dossiers-là. Et je crois que c'est nécessaire de souvent le rappeler. Aujourd'hui, je disais, je représente un campus. Un campus, c'est quoi? Un campus, c'est un certain nombre d'établissements qui se lient autour d'une idée et qui se lient autour d'un enjeu. L'enjeu, vous vous en doutez, c'est la notoriété des travaux publics au sein de la société, c'est le développement de ces travaux publics, c'est aussi rendre les travaux publics, et en ce qui me concerne plus personnellement, les formations des travaux publics plus attractives. Ce campus, aujourd'hui, campus qui est réparti sur l'ensemble des Hauts-de-France, c'est 3000 apprenants. 3000 apprenants au sein de 6 lycées, de 9 facultés ou IUT, je l'ai dit, sur l'ensemble des Hauts-de-France. Hein. On couvre Boulogne, Lomme, Hénin-Beaumont, Beauvais, Senlis, Amiens aujourd'hui, avec des partenaires privés et des OPCO. C'est cette forme de dispositif qui répond, je crois, utilement et de plus en plus à ces enjeux-là. Je l'ai dit, la couverture géographique est là. J'ai dit tout à l'heure que nous étions labellisés campus d'excellence. Campus d'excellence, c'est une reconnaissance de l'État, finalement, puisque ce sont des délégations interministérielles qui attribuent ce label-là. C'est une reconnaissance du travail qui est fait au sein du campus des travaux publics. Et s'il est excellent, c'est parce qu'il est distingué comme 21 autres campus sur le territoire français. Il est distingué pour son travail en ce sens. Je l'ai rappelé, 3000 apprenants, des taux de réussite aux examens autour de 94%, et puis, ce qui est probablement le plus important, 93% d'insertion professionnelle à l'issue de l'obtention des diplômes. Et c'est ça qui fait finalement tout l'enjeu des travaux que l'on mène dans le campus. Aujourd'hui, nous sommes un partenaire important des PME, des majors. On espère le rester. On fait tout pour ça. En tout cas, on a envie d'être une réponse. On a envie d'être un partenaire au même titre que le sont tous les organismes qui travaillent en ce sens. On a la volonté d'être attentif aux besoins des entreprises et la réponse, c'est celle que je vous ai donnée, c'est le taux d'insertion professionnelle. On est attentif aussi aux besoins de ces entreprises en étant capable d'adapter nos formations et de répondre à tous les besoins des travaux publics. Voilà, je ne veux pas en rajouter. Je suis très heureux de là. Je voudrais saluer malgré tout l'importance de l'agglomération, la Cabalère, pour le travail qui est mené. Aujourd'hui, si nous sommes là, nous, campus, présents dans le cadre de ces rencontres, c'est aussi parce que l'Aglo travaille avec nous de concert dans le cadre de nos commissions, et notamment sur la commission recherche et innovation. Et je tiens à les saluer. C'est un partenaire historique de ce campus. Donc, je finirai là-dessus en souhaitant à tous un très bon webinaire. C'est comme ça qu'on dit, j'ai du mal à le dire. Un très bon webinaire. Et je suis sûr que ces débats, au regard des intervenants présents, va être très instructif. Bon web à tous. Merci, Olivier.
Merci pour ces mises en perspective. On va commencer donc maintenant sur l'aspect concret de deux interventions phares. La première, c'est Philippe Gotland, qui est adjoint au directeur technique de la recherche à la Fédération nationale des travaux publics. Donc là, c'est une présentation de l'impact de l'innovation dans le secteur des travaux publics avec une vision globale et nationale. Et puis après, on va revenir dans les Hauts-de-France et en prenant le cas d'un chantier emblématique, celui du canal Seine-Nord-Europe, qui est un énorme chantier, qui est un chantier historique. On en verra un seul dans son existence, un chantier de cette taille-là. Et Jérôme Desaubry, qui préside le directoire de la Société du Canal Seine-Nord, va intervenir pour présenter ce chantier et surtout en quoi ce chantier qui a la caractéristique d'être un chantier qui va partir sur un terrain totalement vierge, et ça sera donc un chantier qui permettra des innovations parce qu'il sera dans un environnement tout à fait spécifique. Donc Jérôme Desaubry qui nous présentera à la fois le chantier et puis surtout en quoi ce chantier sera aussi un chantier d'innovation et très attendu par le secteur des travaux publics, parce que aussi bien en termes de budget, d'investissement et de gens qui vont travailler sur ce chantier et de temps de chantier, on est sur un chantier vraiment extraordinaire. Je ne vais pas spoiler au niveau de tous les chiffres liés à ce chantier. Alors, première intervention, Philippe Gotland, sur la recherche, l'innovation dans le secteur des travaux publics, et avec la contrainte qu'ont tous les interlocuteurs, c'est que toute cette analyse qui pourrait prendre des jours et des jours, tout ça en 10 minutes. Merci Philippe Gotland, à toi. Bien, merci Nicolas. Bonjour à tous. Donc, Philippe Gotland. Je ne vois pas ma présentation à l'écran. C'est normal ou pas? S'il vous plaît, sur mon écran. Voilà. Bon, ok. Donc, Philippe Gotland, donc je suis à la FNTP à Paris. Je dépends de la direction technique recherche et je suis ici donc en support à la fédération régionale pour vous présenter un petit peu nos beaux métiers de travaux publics et de montrer tous les champs d'innovation qui sont inclus dans ce périmètre. Alors, vous le voyez dans le titre, par rapport à… Moi, j'ai un petit peu tourné la phrase un petit peu dans les deux sens. Donc, les travaux publics sont des enjeux d'innovation et il y a aussi les enjeux de l'innovation pour les travaux publics. C'est-à-dire qu'en fait, je dirais, ça va dans les deux sens et c'est de l'intérêt de tous. Alors, quelques points pour poser un petit peu l'état des lieux. Donc, première question qu'on peut se poser, mais Bernard Duhamel a commencé quand même à le dire. Donc, en fait, déjà, premier état, c'est que les travaux publics sont innovants. On ne le dit pas suffisamment, mais c'est quand même ce sont des métiers qui innovent beaucoup. Donc, pourquoi et pour qui on innove? Donc, on innove évidemment pour notre collectivité, donc pour nous, les hommes, hein, pour notre environnement et pour notre société de manière générale. Donc, nous sommes des métiers de travaux publics, donc c'est pour le public et c'est pour nous tous, notre collectivité. Après, pourquoi innover aussi et pourquoi c'est s'adapter aussi aux transitions qui sont en cours? On en parle également beaucoup, donc cette transition écologique, cette transition climatique et aussi la transition numérique qui est en train de se faire pour tous les métiers, mais également, évidemment, pour les métiers des travaux publics. Alors, les défis sont nombreux, et comme ces défis sont nombreux, évidemment, ils offrent beaucoup d'opportunités pour les entreprises, mais également pour tout ce qui gravite autour, c'est-à-dire pour proposer des solutions nouvelles et adapter nos métiers. Alors, les travaux publics sont-ils innovants? Bon, oui, l'écosystème des travaux publics, il est innovant. Donc, vous verrez après dans les présentations de la journée qu'il y a beaucoup d'innovations. Pour certaines, elles sont emblématiques. Elles commencent à être très perceptibles maintenant. On percevait moins avant parce que ça faisait partie de notre périmètre de vie. Donc, l'évolution était ce qu'on peut qualifier de normal. Donc, toutes ces innovations, elles sortent d'où? Elles sortent évidemment du tissu de recherche R&D qui, évidemment, implique les entreprises et l'écosystème de la recherche et de l'innovation. Le propre de nos métiers, notre chance, c'est que l'appropriation est lente. C'est-à-dire qu'il faut un certain temps pour se l'approprier, mais nous le constatons, et nous l'avons encore eu de manière un peu exacerbée en ce moment, c'est qu'en fait, le monde change et tout s'accélère, tout va plus vite, ça va très vite, et ça peut encore aller plus vite. Quel est le champ d'innovation?
de par la demande sociétale, évidemment, les innovations qu'on perçoit en ce moment, elles sont très majoritairement environnementales, mais elles portent également dans d'autres champs, et vous en aurez quelques présentations plus tard. Alors, pour nous, FNTP, ou pour le réseau des travaux publics avec nos FRTP, quel est le baromètre en fait? Quel est le thermomètre de l'innovation? Bon, un des éléments, ça a lieu tous les 2 ans, donc il n'y en a pas eu en 2020, mais en fait, ce sont nos trophées, dans lesquels, évidemment, le périmètre de nos entreprises dépose des candidates, si vous voulez, dans différents champs, et on constate tous les 2 ans que, évidemment, les innovations qui nous parviennent sont très nombreuses, elles sont très intéressantes, et ça démontre que notre métier, nos entreprises sont innovantes. Alors, le constat de ça, c'est que notre écosystème de la construction, travaux publics tout particulièrement, il est en action pour innover, il le fait. Donc, il existe de nombreux outils qui soutiennent cette innovation, c'est-à-dire pour passer de la recherche à l'innovation, pour arriver à proposer des solutions innovantes. Mais un point clé et qu'il faut toujours maintenir et sur lequel il faut vraiment continuer à faire, c'est il faut oser. C'est-à-dire qu'en fait, quand c'est nouveau, il ne faut pas dire « oh non, ça va être trop compliqué ». Il faut tester, expérimenter, valider ce qu'on a fait, changer si ça ne marche pas bien. Donc, ce qu'il faut faire, et c'est, je pense, tout à fait dans l'état d'esprit de cet après-midi, il faut tous travailler ensemble, donc écosystème du milieu de la construction pour aller vers ces champs d'innovation. Alors, pour revenir un petit peu à la question, les travaux publics, un enjeu d'innovation. Alors, pourquoi? Pourquoi innover déjà? C'est déjà, il faut réussir, il faut contribuer, il faut que nos entreprises, nos métiers contribuent à réussir les transitions en cours, donc les transitions écologiques, climatiques et numériques. Et il faut aussi que nous soyons acteurs, entrepreneurs et encore une fois, milieu environnant, être acteurs de cette transition, être acteurs. Alors, moi j'ai mis croissance, on a souvent parlé de croissance verte, c'est-à-dire qu'en fait, le verdissement, faire du vert, c'est aussi de la croissance, c'est aussi du travail et c'est une adaptation des métiers. Voilà. Donc, il faut investir dans le changement des entreprises et il faut investir dans le changement des infrastructures pour une fois encore, pour que notre société, on réussisse ensemble. Alors, les enjeux d'innovation pour les TP. Bon, les enjeux d'innovation pour les TP ou pour les entreprises, c'est de faire connaître tout ce qui se fait. Et ça, c'est un peu notre rôle de fédération. Donc, bien faire connaître ce qui existe, diffuser, relayer, sensibiliser. Vous avez les mots. Donc, il faut informer. Il faut que les entrepreneurs, dont ce n'est pas forcément l'objectif principal, c'est qu'ils aient ces informations. Ensuite, et c'est bien en lien avec le lycée avec qui nous sommes en partenariat, donc il faut former pour demain, c'est-à-dire qu'il faut accompagner les femmes et les hommes de nos métiers vers ces transitions et vers peut-être ces nouveaux métiers. Donc innover, c'est aussi innover dans la formation, de manière à bien emmener, tous aller vers ces nouveaux champs qui existent, de nouveaux métiers potentiels. Donc aussi, et c'est notre mission aussi de recherche et d'anticipation, il faut prévoir et anticiper. C'est-à-dire que on voit que ça change, on voit qu'il y a des choses qui sont dans les tiroirs, comme on dit. Ces choses dans les tiroirs, elles vont peut-être jamais sortir. Elles vont sortir, donc il faut anticiper et il faut préparer les entreprises à anticiper ces changements. Petite remarque que je fais, puisque c'est un peu d'actualité, l'impact de ce qu'on vit en ce moment, de notre façon de travailler. Nous avons actuellement, nous sommes en visio, en webinaire, en numérique. Donc cet impact et potentiellement l'effet booster, l'effet rebond que ça peut avoir dans le changement de nos métiers est vraiment quelque chose qu'il faut anticiper et qu'il faut prévoir. Donc les travaux publics, les TP, c'est un acteur, les entreprises sont des acteurs majeurs de cette transition de croissance verte et vous en verrez des exemples dans l'après-midi. Alors, les enjeux publics, un enjeu d'innovation. C'est-à-dire que les entreprises, et ça a été dit par Bernard, président de la FRTP Hauts-de-France, c'est qu'en fait, il y a tout un écosystème qui environne et qui peut catalyser nos métiers. Voilà. Donc, en fait, il faut soutenir, catalyser la recherche métier, la transition de ce qui peut arriver de nouvelles idées, de nouvelles envies, par du collaboratif et du collectif. Donc, il faut relayer tout un écosystème,
start-up, incubateurs, sociétés de valorisation, les SAT, tous les acteurs qui sont autour, les clusters régionaux. On a en particulier contribué à mettre en place un hub Innovinfra, c'est-à-dire qui regroupe différents clusters de différentes régions, de manière à faire connaître tout ceci. Bon, évidemment, j'ai barré journée du séminaire, c'est plus tellement d'actualité, c'est bien dommage et j'espère que nous y reviendrons l'année prochaine. Mais tous ces moyens de diffuser, ben, évidemment, on dissémine, on travaille ensemble, ça a été fait l'année dernière au lycée, cette année on le fait par visio, par webinaire, mais évidemment, vous pouvez, et je vous engage à tous à le faire, à aller voir la chaîne YouTube de la FNTP, évidemment de participer à tous les webinaires qui sont mis en place par tous nos acteurs périmétriques, également des choses que l'on fait, des décryptages sur certains métiers ou champs de métiers, donc qui rentrent dans ce système-là. Voilà, vous avez les références dans le texte qui vous sera transféré. Alors maintenant, je tourne la phrase à l'envers. Les enjeux de l'innovation pour les travaux publics. Donc, ça a été dit, je me le répète, il faut former pour accompagner. C'est-à-dire que si le monde change, si on va innover, il faut aussi que pour les entreprises, en fait, elles accompagnent ce changement. Donc ça, c'est l'enjeu des entreprises. Pour les entreprises, il faut rentrer dans le train, comme on dit, monter dans le train, se former, s'informer et pour nous, faciliter la formation, l'accompagnement vers l'acquisition de compétences. Il faut s'inscrire, et c'est un point qui a été dit également, c'est pleinement dans la transition numérique. Il n'y aura pas de retour en arrière. Le numérique, il est là, ça va très vite. Et l'effet booster Covid énoncé va encore, je pense, amplifier cette transition numérique dans tous les métiers de la construction. Voilà, il faut viser également à faire mieux, ou encore mieux que ce qu'on faisait, parce qu'on faisait déjà très bien, les entreprises faisaient bien, il faut faire encore mieux. Pour faire encore mieux, il faut avoir des états des lieux, il faut avoir des états des lieux de l'impact de nos métiers, l'impact environnemental de nos métiers. Donc, il faut avoir cette vision pour faire mieux. Et ça, c'est notre travail d'accompagnement et de diffusion auprès de nos entreprises. Alors, 2 exemples de cette mission d'accompagnement. Si on focalise sur la transition numérique, bon, que l'on qualifie souvent par l'acronyme un peu simplificateur, mais bien connu, du BIM, en fait, il faut accompagner, il faut que tout l'écosystème comprenne bien les enjeux et la façon de travailler avec ces outils numériques et ces nouvelles façons de travail, de travailler collaborativement. Donc, il faut que tous les acteurs de la branche puissent travailler ensemble. Donc, il y a un accompagnement global. Il faut partager la vision de comment on va évoluer pour travailler avec ces méthodes qui maintenant se mettent en place. Il faut considérer ce BIM comme étant utile et non comme une contrainte. Personnellement, je pense qu'on ne reviendra pas en arrière, on ne fera qu'avancer. À nous d'avancer à la bonne vitesse, de bien s'approprier les méthodes. Et puis, il faut avoir des outils communs, partagés. Et c'est pour ça que la FNTP, avec ses FRTP, on s'est engagé avec différents partenaires, EGF, un autre syndicat de la construction, et puis Syntec Engineering, les ingénieristes, à la définition d'une vision commune partagée de la bonne utilisation du BIM. Donc ça, c'était un premier exemple. Un second exemple, et je change maintenant de transition, c'est la transition écologique. Faire plus vert ou être vert. Donc, il faut avoir cette vision. Cette vision, on y travaille. Et en particulier, il faut mettre en place une feuille de route pour qu'on avance tous dans le bon sens. Donc, il faut, et la FNTP y contribue et travaille actuellement, il faut qualifier les solutions qui existent et qu'on a dans nos cartons qui peuvent réduire toutes les émissions de CO2 et gaz à effet de serre. Il faut bien identifier et qualifier les verrous au déploiement de ces solutions. Il faut définir des politiques qui nous permettent d'innover et d'aller dans ce sens. Il faut évaluer les objectifs pour engager toute la profession pour aller vers cet engagement des travaux publics dans cette transition écologique. La FNTP y travaille. Nous avons actuellement un gros travail qui est fait. On s'est associé à certains partenaires extérieurs de manière à bien faire cet état des lieux qui nous permettra à tous, donc évidemment FNTP et entreprises, d'aller dans ce sens d'une transition réussie pour nous tous. Voilà, donc j'espère ne pas avoir été trop long. Je vous remercie de votre écoute et je passe la parole à mon successeur,
Et Nicolas fait la transition. Voilà, merci à vous. Merci Philippe. Je vous rappelle donc qu'il vous est possible de poser des questions à Philippe et après à Jérôme Dezobry, parce que c'est lui justement le successeur, celui qui va prendre la parole. On est dans le temps fort numéro 1 sur présentation des enjeux du secteur, prospective et projets structurants à l'horizon 2040. Alors, en 2040, le canal Seine-Nord-Europe battra son plein, il y aura des péniches par centaines, voire par milliers, et on est dans la phase de lancement de ce projet extraordinaire et historique. Je n'irai pas plus loin dans les qualificatifs, mais c'est vrai qu'on vit une période avec ce chantier qui est aussi impressionnante que celle à l'époque du tunnel sous la Manche. Donc c'est un énorme projet. Jérôme Dezobry, donc président du directoire de la Société du canal Seine-Nord-Europe, va nous le présenter et surtout en quoi l'innovation va être un élément essentiel dans la conception, dans la réalisation de ce projet. Et là, on est à la fois dans l'innovation dans les travaux publics, mais c'est aussi des éléments qui sont très importants pour les entreprises, parce que tout ce besoin d'innovation sera un élément phare et essentiel pour que les entreprises de travaux publics travaillent avec la Société du canal Seine-Nord. Et c'est donc pourquoi l'intervention de Jérôme Dezobry est doublement attendue. Merci Nicolas. C'est bon, vous m'entendez bien? Bon, parfait. Très, très heureux d'intervenir dans ce webinaire à double titre, déjà pour pouvoir valoriser l'innovation et ensuite aussi, puisque ça se passe virtuellement au lycée des travaux publics, parce qu'on fait des projets comme ça aussi pour les jeunes et l'innovation et la jeunesse sont de valeurs vraiment très importantes pour ce projet et pour la Société du canal. Alors, comme tu l'as dit Nicolas, alors le canal Seine-Nord, vous en entendez parler depuis longtemps, donc c'est un peu intéressant de faire un point avec vous, savoir où nous en sommes. Et puis l'innovation est vraiment au cœur du projet. Et sur les trois thématiques dont parlait Bernard Duhamel, donc l'homme, l'environnement et la technique, nous essayons sur les trois thématiques en effet de faire avancer les choses. Parce que, en tant que maître d'ouvrage public, nous avons vraiment une mission en effet de susciter l'innovation, de permettre l'innovation pour nos entreprises régionales et nationales, et puis aussi pour la jeunesse, pour qu'elle s'adapte et qu'elle apporte des choses nouvelles à notre profession. Alors, le projet, où en est-on? Déjà, aujourd'hui, c'est d'abord un projet européen. Donc, c'est un projet qui consiste donc à faire sauter un goulet d'étranglement sur le réseau fluvial. Et donc, il est inséré au cœur du projet Seine-Escaut, qui est un projet qui est mené conjointement avec VNF et avec la région wallonne et la région flamande, et donc la Société du canal qui doit avoir pour mission de réaliser ce maillon central. Et on a eu l'honneur d'avoir une décision d'exécution de la Commission européenne en juin 2019, ce qui est vraiment seuls 3 projets en Europe disposent de telles décisions, ce qui montre vraiment l'engagement de l'ensemble des parties prenantes, États, collectivités et Commission européenne pour réaliser ce projet. Donc, comme le disait Nicolas, en 2040, les péniches devraient circuler, puisque ce qui est fixé dans cette décision, c'est que le canal doit être ouvert en fin 2028 dans le planning actuel. 5 objectifs, mais vous connaissez déjà, puisque dans la région Nord-Pas-de-Calais, le fluvial est quelque chose de bien connu. Vous connaissez l'intérêt du fluvial en termes environnementaux. Bernard Duhamel parlait tout à l'heure des impacts environnementaux des infrastructures que les TP font, mais la voie fluviale a un impact extrêmement faible, d'accord, et c'est là tout son intérêt. Et puis aussi en massifiant les transports à l'amont et à l'aval, il renforce la compétitivité des entreprises et donc c'est un point clé pour toutes nos entreprises pour permettre à la fois de verdir leur chaîne d'approvisionnement, mais aussi de les rendre plus compétitives en termes de coûts et donc de maintenir et de réindustrialiser notre région. Alors, le projet en chiffres, c'est vrai que c'est un projet d'ampleur extrêmement importante et forcément, c'est une innovation puisqu'on n'a pas fait de tel projet depuis bientôt 60 ans et surtout avec une ambition environnementale qu'on n'a jamais eue sur ce type de projet. Et donc, c'est 107 km de canal à faire, c'est une 60aine de ponts, ce sont des ponts canaux, ce sont des écluses extrêmement innovantes. Et donc, en effet, c'est un terrain de jeu de l'innovation pour la profession qui est vraiment remarquable. Alors, où on est en termes d'organisation. Donc, je vous l'ai dit, aujourd'hui, il y a une société, donc il y a un établissement public local qui a été créé et qui assure la maîtrise d'ouvrage du projet.
Cette société, son conseil de surveillance est présidé par Xavier Bertrand, sa vice-présidente est Nadège Lefebvre, la présidente du conseil départemental de l'Oise. Et c'est assez original, cet établissement public rassemble dans son conseil de surveillance l'État, les collectivités et l'Europe. Donc vraiment ensemble pour réaliser et réussir ce projet. C'est un établissement public local dont le siège est basé à Compiègne, dans la région Hauts-de-France, et dont il y a aussi des équipes à Lille, bien entendu. Deuxième point extrêmement important, il y a une démarche grand chantier, donc copilotée par l'État et la région de France. L'idée, c'est de tirer le maximum des opportunités, et on a de nombreuses conventions de partenariat avec Pôle emploi, avec les départements pour faire des clauses d'insertion, mais aussi avec la FRTP, puisqu'on a une convention de partenariat qui nous permet notamment de susciter l'innovation. Concrètement, en chiffres, comment et en organisation, où en est le projet? On a 2 grands secteurs géographiques, l'un au sud, ce qu'on appelle le secteur 1, entre Compiègne et Passel, qui est le plus avancé. Alors vous qui êtes tous des grands techniciens, on peut parler des termes techniques. On a un maître d'œuvre qui a été désigné en 2017. L'objectif, c'est de commencer tous premiers travaux en 2021. C'est des travaux préparatoires, en fait, d'aménagement du territoire pour faciliter le projet. Bon, il y a déjà des déviations de réseau en cours, des démolitions, surtout aussi des fouilles archéologiques actuellement. L'objectif sur ce tronçon de 18 km, c'est d'être en service fin mi-2027. Et puis sur le reste du tracé, donc au nord, donc entre Noyon et près de Cambrai, Aubanchel-au-Bac, là, les maîtres d'œuvre ont été désignés fin 2019. L'objectif, je vous l'ai dit, c'est une mise en service en 2028. Les 4 principes d'action du canal, c'est donc l'éco-performance, une performance économique et écologique. On est très précautionneux sur la maîtrise des coûts du projet, mais aussi sur son intégration environnementale. Le partenariat à participation, je vous ai déjà parlé de partenariat avec la FRTP, mais on a un principe de toujours agir avec les partenaires du territoire pour faire profiter les territoires de ce projet. On y reviendra bien sûr, l'innovation, une de nos 4 valeurs cardinales. Et enfin, la sécurité du chantier qui, comme il a été dit tout à l'heure, c'est vrai, c'est aussi un terrain d'innovation, la sécurité du chantier auprès des collaborateurs de l'ensemble des entreprises d'un chantier. Alors, l'innovation concrètement. 3 sujets, juste pour vous donner quelques exemples à la fois des actions déjà engagées, mais aussi des actions qu'on préfigure et qu'on aimerait pouvoir voir aboutir. Le premier, c'est la valorisation des excédents de matériaux. Donc, la caractéristique du canal, c'est de générer des terres excavées de manière importante. Et on a prévu, comme ce fut dans le passé, de faire des dépôts. Mais il y a aussi des terres intéressantes, des sédiments notamment, qu'on peut réutiliser directement sur le chantier. Donc, le principe, c'est donc par un circuit court, d'optimiser les coûts du projet, mais aussi de construire de manière durable. Et pour faire ça, donc quelqu'un qui interviendra un peu plus tard, on a un partenariat avec NeoEco, donc en plus c'est une entreprise de la région, par rapport à l'ensemble des sondages géotechniques qualité de terre qu'on a fait, identifier les filières et quelles sont les études qu'on pourrait valoriser dans le chantier des terres et matériaux qu'on extraira au moment de la réalisation du projet. Donc le recyclage. Deuxième exemple, alors je sais qu'il y a des entreprises qui s'intéressent beaucoup à ça, c'est le concept un peu d'un chantier connecté. Alors c'est quoi? L'idée, c'est de suivre au jour le jour, comme on suit dans une usine, le volume terrassé, les flux de terre réalisés, d'où ils viennent, où ils partent, de façon à assurer à la fois la sécurité du chantier, mais aussi la performance de production du chantier. C'est aussi un des éléments que nous demande l'Europe, d'accord, pour pouvoir suivre la réalisation du projet et donc le financement. Mais pour elle, c'est quelque chose d'important de pouvoir suivre physiquement les travaux. Et donc ça, en partenariat avec l'Université de technologie de Compiègne, on mène actuellement des recherches sur des produits qui existent déjà, mais également sur des produits qu'on pourrait développer, puisqu'en effet, comme vous savez, l'essentiel des engins de TP maintenant ont des capteurs embarqués. Et donc, l'idée est de voir par rapport à ces capteurs ou d'autres ce qu'on pourrait faire pour pouvoir mieux connaître ce qui se passe sur le chantier et surtout mieux se connecter au territoire aussi dans les flux et aussi dans la production au jour le jour. Troisième sujet, c'est le canal a une particularité,
c'est une lapalissade, on manipule beaucoup d'eau, puisque le but, c'est de remplir ce canal d'eau et surtout d'être extrêmement économe en eau. Et donc, l'étanchéité du canal est un sujet absolument stratégique. Et donc, on a lancé des planches d'essai actuellement dans la Somme, à Sizancourt, où on teste les capacités des argiles, des limons, à assurer l'étanchéité du canal à terme. Et donc aussi, une des questions, c'est comment on contrôle cette étanchéité pour la réception du projet, mais aussi à terme pour l'exploitation. Et donc, on a un marché de recherche et développement, donc en partenariat avec l'Université Gustave Eiffel et le CEREMA, de façon à tester le contrôle de l'étanchéité par solution de fibre optique. Et donc, ce test innovant est également en phase de validation dans ces planches d'étanchéité qu'on a réalisées donc, à Sizancourt. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je n'ai pas regardé s'il y avait des questions, mais Nicolas, je crois que je te repasse la parole. Alors, Joaquin. Des questions. Alors, des questions sur le BIM, en fait. Oui. C'est aussi question pour Philippe, qui pourrait peut-être aussi nous rejoindre sur scène. Question de Patrick Auchard sur l'estimation du nombre d'entreprises qui interviendront sur le chantier du canal Seine-Nord Europe. Peut-être sur le BIM, en effet, ce que je peux répondre. Donc, puisque je ne suis pas rentré dans les détails, mais on vient donc de finir les études d'avant-projet des secteurs au nord. Les études de projet sont en cours de finalisation sur le secteur sud. Et donc, l'ensemble des ouvrages sont faits sous maquette BIM, notamment les écluses. Ça fait c'est extrêmement utile, vraiment. Et bon, petite anecdote, grâce au BIM, on a pu faire facilement une maquette 3D de la première écluse au sud, ce qui permet vraiment de se rendre compte de l'ouvrage et de sa complexité, parce qu'il y a très longtemps qu'on n'a pas fait des écluses tout court, et des écluses de cette taille, on en a rarement fait. Une question plus générique concernant, alors toujours le BIM, Nicolas Duhautois qui pose la question concernant le BIM. Alors je pense qu'on a parlé du BIM pour les écluses, et là c'est peut-être plus le BIM dans les chantiers au quotidien, parce qu'on ne fait pas non plus une écluse tous les jours. Est-ce que le BIM peut se développer dans les collectivités comme les mairies? Remarque de M. Duhautois, c'est autant il le voit dans un bureau d'études pour la gestion des bâtiments communaux, mais il disait pour la gestion des voiries, pour un chantier de voirie, de canalisation, est-ce que le BIM peut vraiment à chaque fois s'appliquer? Alors, Philippe, donc je vais prendre la parole. Donc, le process BIM, en fait, la façon de travailler, je dirais, en partagé, en collectif, donc le BIM conception, le BIM construction et le BIM exploitation, et surtout dans la partie exploitation, évidemment, ça sera tout à fait utile pour une collectivité, une mairie, pour justement utiliser cette visibilité en fait qu'il aura de son projet pour la phase d'exploitation. C'est évidemment utile dans la phase conception, ça a été dit par Jérôme auparavant, c'est-à-dire que quand on veut concevoir et faire bien du premier coup au moment de la construction, anticiper des clashs, anticiper des problèmes, les résoudre et partager, alors en accélérant les processus d'échange entre les acteurs, et bien en fait, ça contribue à faire mieux. Et on le pense plus vite et peut-être moins cher et certainement mieux aussi d'un point de vue environnemental. Voilà, donc en fait, ce processus, il existe, il se met en place. On peut aller très loin. Jérôme a parlé d'une maquette. On peut aller, le BIM, c'est plus qu'une maquette, hein, c'est-à-dire il y a des objets, il va y avoir des informations. Au moment de la conception, ça peut être utilisé au moment de la construction, ça pourra être, hein, parce que là, dans la phase travaux, c'est pas encore pour vous, ça va venir. Et puis après, surtout, ça va être dans la phase exploitation. Et si on fait le lien entre BIM et jumeaux numériques, c'est-à-dire que la maquette qui aura été conçue, qui aura été alimentée par plein de données, et ben en fait, encore une fois, cette numérisation du projet ou cette numérisation des processus constructifs, évidemment, ça va s'appliquer pour des gros projets, mais ça peut aussi s'appliquer pour des petits projets routiers. Je voudrais juste intervenir en complément sur le BIM. Il y a un aspect du BIM que je trouve toujours extrêmement intéressant, c'est la partie collaborative.
On est sur nos métiers, sur des infrastructures qui sont souvent sous domaine public. Avec cette notion de public, je trouve assez intéressant qu'il y ait une connaissance partagée de ce que sont ces infrastructures. Et je pense plus particulièrement à quelque chose qui me tient assez à cœur, c'est toute la partie DT-DICT. Quand une entreprise, maître d'ouvrage d'abord, puis une entreprise font la démarche DT-DICT, elle demande à l'ensemble des concessionnaires qu'est-ce que vous avez comme infrastructure présente. Je trouverais ça extrêmement intéressant qu'un jour le BIM prenne la main là-dessus et qu'on ait un partage de données, qu'on ait un seul plan. Alors, s'il est dématérialisé, tant mieux. On ait un seul plan qui prenne l'ensemble des informations. Ce serait pour le coup une vraie facilité pour les entreprises. C'était un petit peu la promesse de la réforme des TDICT en 2012. C'était qu'en 2018, on ait une précision des réseaux suffisante pour pouvoir ensuite arriver à un partage d'informations qui soit beaucoup plus automatisé. En ce qui me concerne, si vous me permettez en quelques secondes, le BIM, pour les formations qu'on dispense, est extrêmement attractif pour les jeunes. Ils ont l'impression d'avoir, dans certains cas, n'exagérons rien, mais malgré tout, une sorte de jeu vidéo dans les mains qui les aide très directement et bien plus facilement parfois que des cours qui sont de temps en temps très techniques, qui les aident dans l'élaboration de leurs séances et qui finalement aident les enseignants dans la formation qu'ils dispensent. C'est donc à la fois un outil nécessaire pour avoir des chantiers et notamment travailler sur le chantier du canal Seine-Nord, et aussi un outil d'attractivité pour les jeunes, pour les faire venir aussi dans les métiers. Et on travaille aussi maintenant avec des simulateurs en formation et on voit que ce sont des éléments qui attirent réellement et qui montrent tout ce travail d'innovation et l'attractivité de l'innovation. Toujours alors, sur le canal Seine-Nord, question Patrick Auchard sur les synergies qui peuvent être faites. Alors je pense que quand on parle de synergie, c'est les synergies entre la société du canal Seine-Nord, entre les entreprises. Alors ça a déjà été évoqué, on peut peut-être refaire une petite synthèse par rapport à ça. Et une question aussi de Joris Boucher sur toujours cette question sur le nombre d'entreprises qui peuvent être concernées et sur la façon dont les marchés pourront être. La question, c'est un peu quel genre d'entreprises peuvent travailler avec vous. Est-ce que ce sera quelques-unes, un peu les mêmes, ou est-ce qu'il y aura des entreprises différentes selon les secteurs? Alors évidemment, on ne va pas entrer dans le déroulé du chantier parce qu'il va prendre quelques temps, mais simplement peut-être en quelques mots, comment s'envisage le travail avec les entreprises? Alors pour la première question, en effet, une super vitrine. Enfin, déjà merci pour les compliments. Oui, c'est un challenge. Ça doit être une super vitrine. Et c'est vrai qu'on en a parlé avec Nicolas et Bernard Duhamel et cette convention de partenariat qu'on a avec la FRTP. Et on a un événement d'ailleurs le 18 décembre sur le sujet pour présenter aux entreprises le premier secteur. Elle vient aussi pour donner de l'attractivité au métier des TP, pour montrer que les travaux publics, c'est innovant, c'est sûr, et c'est utile à notre pays. Et donc, oui, ça, la Société du Canal est pleinement engagée là-dessus pour pouvoir aider à l'attractivité des métiers du TP. Et donc, ça, c'est vraiment extrêmement important pour nous. Alors, tout ça, ce petit exemple, c'est pour répondre à la deuxième question, ça rentre dans le cadre général de la démarche Grand Chantier. Donc, la démarche Grand Chantier, elle a donc 5 dispositifs. Et dont notamment un dispositif Canal Entreprise qui veille à faciliter l'accès des entreprises, notamment TPE, PME, à nos marchés. Bien entendu, vous êtes des experts, il y a des contraintes techniques qui font qu'on ne peut pas avoir des lots extrêmement petits. Quand on peut, on le fait. Donc, par exemple, sur le secteur 1, c'est ce qu'on a déjà présenté et qu'on présentera plus en détail en décembre. On vient de lancer là très récemment des petits lots entre guillemets pour des giratoires, pour des quais, pour préparer le chantier. Donc, par contre, il y a un énorme lot terrassement lié à des contraintes techniques de mouvement de terre, on ne peut en faire qu'un. Mais là, l'idée de Canal Entreprise, c'est qu'on puisse avoir facilement de la sous-traitance d'entreprises régionales, des TPE, PME, de façon à faciliter les choses. Et ça,
Donc, c'est notre partenaire, la CCI Hauts-de-France avec la région, qui organise l'ensemble de ces éléments. Et donc, Canal Entreprise, bon, puisque le projet, vous avez compris, est une phase d'étude et une phase d'autorisation, mais Canal Entreprise se déploiera plus opérationnellement en 2021, mais on y travaille ardemment. Après, le nombre d'entreprises, je ne sais pas. Donc, ça, aujourd'hui, il y en a déjà beaucoup, sachez-le. On a eu le dernier observatoire de la démarche grand chantier. Aujourd'hui, il y a 380 personnes qui travaillent à temps plein sur le projet, d'accord, sur nos marchés de maîtrise d'œuvre, sur nos marchés de foncier, sur l'ensemble des dispositifs, aussi sur les mesures compensatoires. Avec les mesures compensatoires, c'est vraiment des marchés extrêmement intéressants au niveau local. Et l'ensemble de ces marchés, lorsque c'est adapté, et là aussi c'est issu d'un partenariat avec la FRTP et avec les départements, font l'objet d'une clause d'insertion. Donc, d'accord, on a utilisé l'expertise de la FRTP là-dessus pour vraiment faire de l'emploi pérenne et pas de faire forcément de la quantité, mais de faire de la qualité et du retour à l'emploi de manière pérenne. Et donc là, Jean-Pierre Catouet nous a énormément aidé là-dessus. Merci Philippe, merci Jérôme pour ces présentations qui donnent une belle vision de l'avenir. Et c'est vrai qu'on peut, en tant que fédération, témoigner de la forte implication de la Société du Canal Seine-Nord pour travailler avec les acteurs régionaux. On y est à la fois sensible et c'est une forte réalité vécue très bien aussi par les entreprises. Deuxième temps fort de notre séminaire, on va prendre des exemples d'entreprises avec leur travail d'innovation.